On va parler de ce qu'elle fait vraiment pendant que vous êtes persuadé que votre dossier prend la poussière. J'en profite pour dire que c'est très très important de récupérer le plan des lots, le plan des appartements et des caves pour voilà, ne pas avoir de mauvaises surprises. Ton rôle, c'est vraiment de tout vérifier de manière à ce que les responsabilités soient portées par les bonnes personnes. C'est la rémunération de l'étude avant de payer toutes les charges, les salaires, les assurances, la fiscalité. Et finalement, le notaire est un collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Je vous pose le décor, vous avez signé un compromis, vous êtes super content de votre futur achat, vous avez choisi la couleur du canapé, et là, il se passe plus rien. Vous savez pas ce qui se passe, vous êtes persuadé que votre dossier il prend la poussière sur le bureau d'un notaire. Bonjour, je suis Émilie Joly et on se retrouve pour un nouveau podcast de l'Associé Immobilier. Aujourd'hui, je reçois Clara, elle est jeune, elle est notaire à Nancy. On fait toutes les deux un métier où les préjugés masculinistes ont la peau dure. On va casser tout ça. On va parler de ce qu'elle fait vraiment pendant que vous êtes persuadé que votre dossier prend la poussière. Clara, avant de parler paperasse, explique-moi vraiment en 3 mots, c'est quoi ton métier? Émilie, avant de rédiger mon acte, mon travail caché, mon travail invisible consiste à vérifier, sécuriser et anticiper. Je vérifie les informations, l'identité des acquéreurs, l'identité des vendeurs, l'origine de propriété. J'analyse les documents, tout passe au crible afin de m'assurer que l'acheteur puisse acheter en toute sérénité. Donc, vérifier, sécuriser, et donc, Je sécurise et protège toutes les parties pour éviter les fraudes, prévenir des contestations. Je vérifie que toutes les formalités légales ont bien été respectées. J'anticipe en évitant tous les problèmes qui pourraient, potentiellement subvenir, tels que, des travaux dans une copropriété, des servitudes mal rédigées ou des héritiers oubliés qui pourraient, réapparaître. est-ce que tu aurais un détail, une anecdote complètement dingue qui t'a marqué en fait dans ton métier? Lorsque j'ai commencé à travailler, un dossier m'a particulièrement marquée. Un acquéreur achetait un bien, donc j'ai procédé à l'appel de fonds. Forcément, hein, il achetait, donc il devait absolument payer le prix et les frais. Mais le choc, c'est que j'ai dû également faire un appel de fonds du côté du vendeur. Donc le vendeur devait lui-même payer pour vendre son bien. Pourquoi? Parce que lorsque lui-même avait acheté, il avait souscrit un prêt auprès d'une banque. La banque avait pris une hypothèque sur le bien, donc c'est une inscription réelle qui est attachée au bien et qui se transmet malgré le changement de propriétaire, ça reste attaché au bien. Lors de la revente, le solde du prêt à rembourser dépassait le prix de vente. C'est pourquoi on a dû faire un appel de fonds auprès du vendeur afin qu'il puisse nous verser les fonds de façon à ce qu'on rembourse sa banque et qu'on puisse lever l'hypothèque afin de sécuriser l'acquéreur pour ne pas que le bien soit saisi entre ses mains à lui. Donc parfois, vendre peut coûter même avant de percevoir un centime et heureusement que le vendeur, dans ce cas-là, avait des fonds pour pouvoir payer. Ah ouais, effectivement, donc faire payer un vendeur lors d'une vente, c'est quand même assez extraordinaire, ouais, je confirme. Donc tu vérifies effectivement que tout soit en ordre côté acheteur, mais du coup côté vendeur également. On va aller un petit peu plus loin dans la paperasse. Quelles sont les 3 vérifications vraiment, extraordinaires que tu fais et auxquelles on ne pense pas et dont on ne soupçonne pas l'existence? On vérifie que, le vendeur est bien propriétaire, on remonte la chaîne de propriété, on vérifie qu'il y a pas de conflit de propriété, qu'il y a pas d'erreur cadastrale et on vérifie également qu'aucun héritier ne puisse venir contester la vente a posteriori. Et je me souviens d'une affaire particulièrement révélatrice où l'on s'est fait contacter par, une épouse qui, voulait vendre son bien. Elle nous contacte en indiquant qu'elle est elle-même seule propriétaire du bien, et quand j'ai regardé le titre de propriété, je me suis aperçue qu'elle avait acheté à l'origine avec son époux, décédé depuis. On a vérifié que l'épouse était seule héritière, mais la succession n'avait jamais été réglée, donc on a dû s'en occuper nous-mêmes et ses enfants étaient bel et bien héritiers, donc propriétaires d'une partie du bien et donc vendeurs à l'acte. Il fallait pas les oublier. OK, bon normalement en tant qu'agent IMO, nous, en tant qu'agent IMO, on aurait dû vérifier, mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'aller vérifier aussi loin que vous si la succession a été complètement réglée. C'est là où en fait on est vraiment partenaire, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en fait que tu vérifies par rapport à la transmission on a parlé de l'hypothèque tout à l'heure, on vient de parler de l'antériorité de propriété. Est-ce qu'il y a un autre élément qui puisse être vérifié auquel on ne pense pas, on n'a pas conscience de l'importance? Effectivement, avant, de rédiger l'acte de vente, parmi les instructions qu'on doit faire, on doit vérifier que
personne n'a de droit de préemption sur le bien. Un droit de préemption, c'est, un droit de priorité, donc certaines entités peuvent acheter prioritairement le bien, et passer devant l'acquéreur finalement. Ça peut être la commune, ça peut être un locataire, ça peut être également la SAFER lorsque, la parcelle est classée en zone, naturelle ou agricole. OK, ça marche et du coup, est-ce qu'il y a un délai, en fait, durant lequel ce délai, court? Que ce soit, après que tu aies constaté cette possible préemption ou alors une fois qu'on fait la vente? Effectivement, il y a un délai. Par exemple, pour la commune, elle a 2 mois pour éventuellement exercer son droit de préemption. Donc, soit elle répond dans le délai de 2 mois, auquel cas, voilà, on peut passer la vente, soit il faut qu'on attende en cas de non-réponse, il faut qu'on attende que s'écoule le délai de 2 mois. OK, ça marche donc là, je pense que c'est important que les acheteurs et vendeurs aient conscience de ces délais, qu'on leur fasse, un suivi, pour qu'ils comprennent, en fait, que dans ces 3 mois, en fait, il se passe des choses. Il se passe pas rien, on interroge finalement, enfin tu interroges surtout, toutes ces entités. Effectivement et en plus, il est important de les interroger puisque, si on ne le fait pas, la sanction, c'est la nullité de la vente. OK, donc oui, c'est d'autant plus important effectivement et ça, c'est en fait, c'est tout notre boulot, c'est prévenir, expliquer, anticiper, c'est notre quotidien ça, très clairement. Est-ce qu'il y a d'autres, points que tu vérifies peut-être sur des points de copropriété qui sont récurrentes en fait quand on achète en ville? En matière de copropriété, le notaire analyse, plein de documents, le règlement de copropriété, les procès-verbaux, toutes les informations financières pour vérifier que la copropriété n'est pas endettée, qu'il n'y a pas de procédure en cours et éviter toutes les mauvaises surprises. Par exemple, un ravalement de façade, de 40 000 € qui serait voté mais non encore payé. Donc voilà, on passe, tous les documents, sous analyse, de façon à ce que l'acquéreur soit bien informé de tout ce qui se passe dans la copropriété et d'éviter les mauvaises surprises. Et tout à l'heure, tu nous parlais de servitude. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une servitude? On imagine bien les servitudes de passage, pour, accéder à une cave, par exemple, ou ce genre de choses, mais il y a d'autres servitudes qui existent auxquelles on ne pense pas, sur des maisons peut-être? Alors effectivement, une servitude, c'est un droit, ça peut être un droit de passage, à pied ou aussi avec des véhicules. Ça peut également être une fenêtre avec une servitude de vue. Ça peut aussi être des servitudes dans l'air, tout ce qui est servitude de surplomb, tout ce qui est gouttière, par exemple. Et ça peut également être, un voisin qui a besoin de passer, chez nous pour venir entretenir son mur qui est mitoyen et qui a besoin d'accéder à chez nous. OK, donc toi, en fait, tu vérifies tout ça depuis ton bureau, finalement. Ça, c'est quand même, extraordinaire. Exactement, on doit vérifier, c'est important parce que l'acquéreur doit savoir, doit connaître les servitudes, il doit connaître les contraintes qui peuvent peser sur lui et également on vérifie la situation des lieux pour vérifier qu'il n'y a pas besoin d'en créer une parce que si besoin, on le fait nous-mêmes au moment de la signature de l'acte, on le fait voilà concomitamment, pour prévenir et éviter tout conflit ultérieur, entre voisins. On préfère la constituer et prévenir. D'où l'importance de toutes les questions que tu peux poser, sur, la constitution du bien, sur l'implantation sur le terrain, sur, la copropriété. Vu que tu te rends pas sur les lieux généralement, effectivement, toutes tes questions doivent aider à ce que l'acte soit le plus précis possible, justement pour la sécurisation. Exactement et puis bon, on a quand même des petits outils comme, Google Maps où des fois on va regarder pour voir un petit peu la configuration des lieux. Toutes ces vérifications, effectivement, ça prend du temps. Je reviens à la copropriété. J'ai souvenir, en fait, voilà, d'une fois, où, j'avais des vendeurs qui vendaient une cave vraiment de bonne foi. Moi, sur les titres que j'avais en tant qu'agent immobilier, j'avais pas de souci particulier. On arrive chez le notaire, c'était un de tes confrères et là, surprise, il s'avère que le plan des caves ne correspond pas. En fait, les caves avaient switché. Alors sur une cave, c'était pas très grave, mais il a quand même fallu remettre de l'ordre. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça encore plus extraordinaires peut-être? Alors oui et c'est vrai que j'en profite pour dire que c'est très, très important de récupérer le plan des lots, le plan des appartements et des caves pour, voilà, ne pas avoir de mauvaises surprises et effectivement, je repense à un dossier beaucoup plus cocasse et beaucoup plus incroyable qu'une cave. J'ai des clients qui sont venus nous voir pour vendre leurs biens. Enfin, ce qu'ils pensaient être leurs biens, parce que au moment où l'on a récupéré les plans, on s'est rendu compte qu'en fait, ils vivaient chez leurs voisins et que les voisins vivaient chez eux. Donc pour pouvoir vendre juridiquement, le bon appartement,
on a dû faire un acte d'échange au préalable pour remettre chaque bonne famille dans le bon appartement et ensuite pouvoir signer l'acte de vente. Donc pour nous, c'est très, très important de récupérer les plans d'élo et de vérifier et parfois même on se rend compte en comparant les plans d'élo initiaux avec les plans, que le diagnostiqueur peut nous fournir que, un mur porteur, aurait été abattu, qu'une cloison aurait été déplacée ou pire encore, qu'il y a eu un empiètement sur les parties communes. Ah ouais, donc tu vérifies tout ça et alors après si on trouve, des imperfections, voilà, ou des malentendus, c'est il en va de ta responsabilité finalement puisque c'est toi qui vas rédiger l'acte, si je comprends bien? C'est ça. OK. Parlons de responsabilité, on a tous des acheteurs, ou des vendeurs qui sont toujours super pressés et qui voudraient pouvoir se passer de toutes ces formalités. Pourquoi leur dire qu'en réalité, en fait, se passer de ce temps de travail, c'est les mettre en danger, clairement? Alors, bon, déjà, il y a tout ce qu'on a dit auparavant et également, il y a aussi des problématiques sur les travaux. On en profite, souvent pour demander au vendeur quels travaux il a réalisés dans le bien, vérifier qu'il a demandé les autorisations idoines pour, au regard de la copropriété, au regard de l'urbanisme et lorsque ce n'est pas le cas, on profite du délai entre le compromis et la vente pour régulariser la situation de façon à ce que l'acquéreur ait un dossier carré. Donc on aide, on accompagne le vendeur pour, demander les autorisations nécessaires et ça peut être le cas, par exemple, dès lors qu'on modifie l'aspect extérieur du bien, même si c'est pas visible depuis la voie publique, voilà. Les gens l'ignorent généralement, Très, très, très souvent, moi je vois bien dans les dossiers, très souvent, il y a eu des travaux qui ont été faits, on a éventuellement les factures, on n'a pas les autorisations d'urbanisme, donc du coup, tu es là pour, mettre de l'ordre un petit peu dans toutes ces démarches et dans tous ces détails. exactement. Et ce à quoi il faut faire également attention, ce sont les diagnostics immobiliers. Donc nous, on les analyse et on vérifie que toutes, tous les biens vendus ont fait l'objet des diagnostics dès lors que, c'est nécessaire. Et j'ai le souvenir d'un dossier dans lequel, un appartement et une cave étaient vendus. Le diagnostic amiante a été bien réalisé dans l'appartement, mais par contre la cave a été oubliée. Dans ce cas-là, le vendeur est protégé, pour les pièces qui ont été visitées et vérifiées, mais par contre pour la cave, le vendeur était responsable. Dans ce cas-là, on prévient le vendeur et le diagnostiqueur afin que le diagnostiqueur puisse éventuellement refaire le diagnostic dans la cave et sinon on prévient le vendeur qui, sera tenu responsable si jamais, de l'amiante est découvert a posteriori, il pourrait être tenu de payer le coût du désamiantage. Donc effectivement, là, ton rôle, c'est vraiment de tout vérifier de manière à ce que les responsabilités soient portées par les bonnes personnes et de transmettre finalement un bien vierge de toute hypothèque, présomption, droit de propriété, et cetera, et cetera. Exactement, on protège vraiment toutes les parties, que ce soit vendeur, acquéreur. On informe, on avertit et en réalité, on est, plus le notaire de l'acte que le notaire d'une partie, même quand, des fois, voilà, on doit le conseil à tous les clients, même si j'ai un confrère, justement qui est dans le dossier. OK. Alors on va parler cash. On a parlé responsabilité. C'est toi qui portes finalement, au bout du compte, pas mal de responsabilités. Les frais de notaire. Qu'est-ce que c'est que les frais de notaire? Qu'est-ce qu'ils comprennent ces frais de notaire et comment, se passe la répartition finalement de ces montants énormes? Les frais dits de notaire, les frais d'acte, pour beaucoup de clients, tout va dans notre poche. Alors, pas du tout. Pour le coup, la plupart, des frais vont à l'État et aux collectivités territoriales. Par exemple, si on prend, un exemple chiffré de 20 000 €, il y a à peu près 80 qui sont les droits de mutation, donc les taxes qui sont dues à l'État, aux départements et aux communes. Ça représente à peu près 16 000 €. 10 concernent les débours, donc ce sont tous les frais avancés par l'étude pour demander les pièces obligatoires, donc à peu près 1 000 €. Ce qu'on a vu tout à l'heure, du coup, les plans, les origines, de les successions, les origines de propriété, tout ça, en fait, ça coûte à l'étude. Exactement. Et les 1 000 € restants finalement, c'est la rémunération de l'étude, avant de payer, toutes les charges, les salaires, les assurances, la fiscalité et et tout ça. Donc finalement, le notaire est un collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Oui, donc finalement 20 000 €, c'est pas 20 000 € qui vont dans ta poche, clairement pas. Pas du tout. Ça marche.
Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier mot que tu souhaites partager du coup, à nos auditeurs? Pour conclure, pourquoi est-ce que ça prend du temps entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique? C'est parce qu'on est un filtre de sécurité juridique. L'objectif, c'est de produire un acte qui est incontestable pendant des décennies et surtout parce qu'on dépend de plein d'organismes tels que les banques, les mairies, l'administration fiscale, le service de la publicité foncière, parfois des géomètres, des commissaires de justice, etc. Et le dernier mot de la fin, ce serait que on préfère perdre du temps et faire ralentir les choses entre le compromis et la vente, plutôt que de gérer des conflits après et Et de mettre à mal la transaction. exactement. Donc on a vu que Lara en fait sécurise toute la partie juridique et pour sécuriser finalement, ben, votre projet, les murs de votre projet, ben, je vous invite à retourner voir l'épisode qu'on a tourné avec Clément, assistant maîtrise d'ouvrage, sur la chaîne de l'associé. Et pour rattraper votre retard, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, ils vont tous vous faire gagner du temps, même si vous avez l'impression de perdre du temps et peut-être de l'argent. Vous serez toujours gagnant si vous êtes bien accompagné. À bientôt!